Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Lévy, présentent Le don du mensonge de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. Avant de quitter la questure, Brunetti jeta il Gazzettino dans la corbeille à papier, mais l'un de ses principaux articles lui resta en tête. Une fois chez lui, il s'installa sur son canapé avec le Contre Verres de Cicéron, et la philippique à l'encontre de cet officier corrompu le fit songer au ruissellement d'argent engendré par la pandémie qui avait fortement ravagé le pays. Même la mort de plus d'une centaine de milliers de personnes n'avait pas réussi à mettre un terme à l'avidité ambiante. Non pas que Brunetti ait cru un seul instant qu'elle y parviendrait, ni à émousser l'habileté du crime organisé à plonger son groin dans l'auge laissée pratiquement sans surveillance. Comme on avait fait tomber une pluie de pièces d'or, d'innombrables sociétés avaient procédé à des demandes de dédommagement auprès d'organismes censés subvenir aux besoins d'une Europe en proie à la peur. Brunetti fut surpris à la vue de certains noms, mentionnés à la fois au sein des agences gouvernementales supervisant la mise à disposition de ces fonds et parmi les directeurs des sociétés qui en bénéficiaient. Et il ne douta point qu'au fil du temps, ces personnes finiraient par lui devenir de plus en plus familières, ainsi qu'à ses collègues de la Guardia di Finanza. Ce nouveau système avait secouru de nombreuses sociétés et garanti de nombreux prêts. Brunetti savait que ces initiatives seraient très bénéfiques et que bien des individus ayant frôlé la banqueroute seraient sauvés. Il était persuadé toutefois qu'il n'y aurait pas de partage équitable des sommes allouées et que beaucoup de sociétés se créeraient rapidement dans l'intention de faire inéluctablement faillite et d'être renflouées. Brunetti n'était pas un grand expert en matière d'économie, mais il était toujours attentif aux moyens que les gens déployaient pour pouvoir tricher et voler, et il était convaincu que les dégâts financiers causés par le Covid encourageraient précisément ces délits. Il connaissait bien les techniques des pickpockets et des resquilleurs qui commençaient par créer une situation de trouble afin de perturber et de distraire leurs victimes qu'ils volaient ensuite au moment où elles étaient le plus vulnérables. Bien que Mère Nature soit cette fois-ci la cause et le trouble, les criminels entreprenants avaient vite détecté une façon de tirer profit de l'état de choc et de confusion de leur proie. Il Gazzettino avait mentionné que les propriétés commerciales passaient actuellement de main en main avec une grande rapidité, phénomène qui aurait pu être vu comme un signal encourageant dans un monde aux possibilités financières brimées, voire comme la preuve du renouvellement de l'économie locale, si les rapports évoqués par la presse nationale n'avaient pas présenté simultanément le revers de la médaille. Les problèmes de liquidité des différentes mafias qui ne savaient que faire de tout l'argent qui arrivait à flot et qui avait besoin d'être blanchi et réintroduit dans le système bancaire. Alors pourquoi ne pas s'orienter vers un bien immobilier commercial de premier choix à Venise ? On reviendrait bien évidemment aux bonnes vieilles recettes, les touristes seraient de retour, les bateaux de croisière, eux aussi, recommenceraient à sillonner les eaux, même si Brunetti les trouvait grossiers. Il chassa ses pensées en se disant qu'il était bien trop tôt pour se lancer dans ce genre de réflexion et qu'il y avait toujours une chance que la pandémie ait eu un effet positif sur le regard que les gens portaient désormais sur le monde, voire sur l'échelle de leurs priorités. Un bruit dans le vestibule le fit sortir de sa méditation. Il vit Chiara emprunter le couloir, puis disparaître vers sa chambre afin de se plonger dans son monde hermétique des réseaux sociaux. Il se sentit envahi de crainte pour ses enfants, puis par une vague d'espoir pour un avenir radieux malgré le monde en lambeaux dans lequel ils étaient destinés à grandir. Affecté par ces pensées, il se rendit dans le bureau de Paola. Elle était à son ordinateur, les lunettes descendues au milieu du nez, concentrée sur son écran. Sans lever les yeux, elle lui dit « Je suis ravie que tu sois rentré. »« Pourquoi ?» demanda-t-il en l'embrassant sur la tête. Elle continua à taper quelques mots, enleva ses lunettes et le regarda.
Il remarqua que ses yeux mirent un moment à s'adapter à cette plus grande distance. « Parce que tu as assez de force pour m'empêcher de grimper sur le parapet de la terrasse et de sauter, » répondit-elle de cette voix calme que l'on adopte lorsque l'on indique aux gens leur chemin dans la rue. Brunetti alla s'asseoir sur le canapé, se déchaussa et posa ses pieds sur la table. Il n'y avait ni documents ni livres sur le bureau de Paola, seulement sa tasse à café vide et sa soucoupe. « Si c'est en lien avec l'université, je peux descendre dans la chambre et aller chercher mon pistolet. »« Pour moi ? Certainement pas. Je n'attaquerai que la personne sur qui tu es en train d'écrire. Ou serait-ce celle à qui tu es en train d'écrire ? C'est la seconde alternative qui est la bonne, dit-elle. Qui est-ce ? Cet idiot de Séverine. Sur le moment, le nom ne lui évoqua rien, mais Brunetti se souvint ensuite d'un dîner auquel il avait assisté, sous la menace de Paola, 5 mois plus tôt. Il s'était retrouvé à la même table que son collègue de la faculté de littérature anglaise, Claudio Severin, et son épouse, tout à fait charmante, dont Brunetti avait oublié le nom. Sa femme ne travaille pas à l'université, si je ne me trompe pas, demanda Brunetti, se remémorant au moins ce détail. Effectivement, elle est avocate. C'est plutôt bien d'exercer de véritables métiers, lança Brunetti, en faisant un large sourire à Paola, en espérant qu'elle rirait. Mais elle s'en abstint et resta de marbre. Cela signifiait que l'affaire était grave. Brunetti commença par se demander ce que Séverine avait bien pu faire pour la contrarier à ce point, mais il décida de changer son fusil d'épaule et posa une question plus neutre. « Qu'est-ce que tu es en train de lui dire ? Que je ne suis pas d'accord avec son jugement sur une de nos doctorantes. Qui est-ce ? Anna Maria Orlando, originaire de Bari, je crois. Jolie, avec un style remarquable. » Et, s'enquit-il, et Séverine est tombée fou amoureux d'elle. Elle a suivi tous ses cours, lui a demandé d'être son directeur de thèse. Et il m'a dit qu'il est en train de suggérer à l'université de retenir sa candidature comme assistante de recherche. Ciel, une affaire de copinage. Suis-je censé réagir comme si c'était la première fois que j'entendais une telle histoire ? Ironisa Brunetti.